Pourquoi la dynastie des Tang nous fascine? Dans cette série de podcasts, nous allons redécouvrir la dynastie des Tang et essayer de comprendre comment cet empire est devenu le plus prospère, international et innovateur pays du monde, en léguant à l'humanité le riche patrimoine qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Épisode 16, les maîtres calligraphes des Tang. Bien que l'impression au bloc de bois ait été inventée à l'époque de la dynastie des Tang, comme toute nouvelle technologie, elle n'a vraiment pris son essor que plus tard. Pour la grande majorité des fonctionnaires érudits, les hommes de lettres des Tang, les manuscrits restaient un moyen privilégié de diffusion des informations. Mais figurez-vous que les rouleaux de papier n'étaient pas le seul support utilisé. La calligraphie se retrouvait également sur les peintures, les fresques murales et les inscriptions sur les tablettes. Nous savons déjà qu'il y avait un grand nombre d'administrateurs, d'écrivains et de poètes sous la dynastie des Tang, ce qui signifie inévitablement qu'il y avait une énorme quantité d'écrits. La dynastie des Tang était l'ère de la calligraphie. Ces personnes devaient utiliser la calligraphie au quotidien pour le travail ou l'expression créative, mais peut-être plus important encore, la calligraphie était également une compétence impériale très appréciée. Par exemple, le fameux empereur Taizong, Li Shemin, en était un grand amateur, tout comme l'empereur Gaozong, Li Zhe, et sa femme Wu Zetian, qui deviendra elle-même impératrice régnante. Ce n'était pas une nouveauté, les souverains avaient jusqu'alors toujours eu le souci d'écrire joliment. Ce qui était nouveau à l'époque des Tang, c'était, comme vous l'avez peut-être deviné, les percées technologiques, ou plutôt la mode. Alors qu'auparavant les stèles des dalles de pierre ou de bois étaient généralement écrites dans ce qu'on appelle le style sigillaire, un style ancien de caractère, les empereurs des Tang ont introduit un style cursif, beaucoup plus artistique. Ce style d'écriture fluide permettait de rendre les écrits plus expressifs. C'est comme si l'on passait à la vitesse supérieure. Il ne s'agissait plus d'expliquer quelque chose dans le texte, il s'agissait d'ajouter une dimension supplémentaire d'émotion et de contexte aux mots. On pourrait voir cela comme le moment où Hollywood a soudainement commencé à produire des films en couleur, après toutes ces années en noir et blanc. Cette évolution a également eu un effet d'entraînement sur le style officiel général de la calligraphie. Il est également intéressant de noter qu'en raison des forces combinées de la centralisation, de la migration vers Chang'an et de la diffusion de la culture, de la mode et du style, les Tang se sont trouvés unifiés sur de nombreux fronts. Les calligraphes du Sud, par exemple, sont venus dans le Nord. Ils y ont adopté le style officiel et tout à coup, tout le monde à l'époque a suivi les mêmes règles. La force de caractère de l'empereur ne doit pas être sous-estimée. Bon nombre des meilleurs calligraphes de la période des Tang venaient en fait du Sud, mais l'influence de la cour les a fait rentrer dans le rang. Les trois plus grands calligraphes au début de la dynastie des Tang venaient tous du Sud. Selon la légende, Yu Shenan était l'un des professeurs de calligraphie de l'empereur Taizong, et ils écrivaient souvent ensemble. Yu Shenan était un fonctionnaire, un lettré, un érudit confucéen et un calligraphe. Son oncle a servi à la cour impériale. Il est considéré comme l'un des 4 plus grands calligraphes du début de la dynastie des Tang. L'empereur Taizong l'a décrit un jour comme un homme aux 5 mérites absolus, à savoir un bon niveau de vertu, l'honnêteté, l'érudition, ainsi que l'excellence en écriture et en calligraphie. Alors comment décrire au mieux le coup de pinceau des calligraphes des Tang? On pourrait penser qu'un empereur aurait une main forte et audacieuse, mais en fait le style de Taizong était élégant. Cette élégance n'est pas forcément compatible avec le fait que la plupart des calligraphes de la dynastie des Tang avaient des connaissances d'arts martiaux. La distinction entre les fonctions officielles civiles et militaires était floue. Les militaires côtoyaient des assassins, des princes, des ambassadeurs, qui pouvaient tous s'adonner à la calligraphie. Il n'est pas rare qu'un général devienne ensuite Premier ministre. Aujourd'hui encore, certains praticiens suggèrent que la première règle de la calligraphie est d'être énergique. Que veulent-ils dire? Le poignet doit avoir de la force, comme celle que l'on peut développer dans le maniement de l'épée. On sait que le poète Li Bai a appris l'escrime et qu'il savait manier l'épée.
Mais d'une certaine manière, c'est logique. Pensez à la façon dont les soldats racontent leur bataille, surtout après quelques verres de vin. Ils se laissent souvent aller à la narration, à la poésie et pourquoi pas à la calligraphie pour raconter leurs actes de bravoure. L'épée et le pinceau faisaient bon ménage sous la dynastie des Tang. Un dicton des temps anciens dit qu'un gentleman doit éviter 3 pointes acérées, celle de la plume du lettré, celle de l'épée du soldat et celle de la langue du débatteur. L'écrivain du 19e siècle, Edward Bulwer-Lytton, a écrit que la plume est plus puissante que l'épée, un sentiment qui n'aurait pas échappé aux Tang. Un ancien dicton chinois similaire dit que le pinceau peut être utilisé comme l'épée. Les calligraphes les plus célèbres de la dynastie Tang étaient souvent issus de familles nobles ou de clans. Chacun avait son propre style, mélangeant puissance et élégance, ou simplicité et tradition. Et le style était parfois considéré comme un reflet de son caractère, comme l'écriture manuscrite pourrait être analysée aujourd'hui. La force du coup de pinceau et la sensibilité artistique permettaient de savoir si l'auteur était d'une moralité irréprochable. Il est important de noter qu'il n'était pas toujours possible d'avoir un bon professeur, car le nombre de personnes apprenant la calligraphie était important. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où l'on peut trouver une vidéo d'apprentissage sur Internet. La solution était de copier, et très souvent de copier une copie d'une copie, une pratique qui présentait des dangers en soi. C'était bien si on avait une bonne copie, d'une belle calligraphie pour commencer. Mais il y avait toujours des changements subtils dans la copie, et ainsi, des générations plus tard, de mauvaises habitudes pouvaient se glisser. Les textes bouddhiques, en particulier, étaient copiés en grand nombre par les moines. Les copies de l'ensemble du canon bouddhique étaient ordonnées par décret impérial et étaient souvent l'œuvre de nombreux calligraphes. Selon la tradition, les calligraphes les plus talentueux réalisaient le premier et le dernier rouleau, le travail étant partagé entre les autres lettrés. Le pinceau utilisé pour copier les sutras avait une forme différente de celle d'un pinceau de calligraphie ordinaire, avec une pointe beaucoup plus courte. Des papiers spéciaux et de l'encre mélangée avec de l'or ou de l'argent étaient souvent utilisés pour copier les textes religieux, ce que l'on ne trouve pas dans d'autres textes. Avant de terminer, citons les noms des célèbres calligraphes des Tang qui sont passés à la postérité. Zhang Xu était connu pour son style cursif dit herbe folle, et qui contrastait avec le style d'écriture classique sobre. On dit que chaque fois que Zhang était ivre et calligraphiait, ses pinceaux volaient et dansaient avec une émotion débridée. Huasu était encore moins réservé et était connu pour son style cursif dit sauvage, extrêmement fluide et spontané. Le poète Wang Wei a dit un jour qu'il y avait des peintures dans ses poèmes et des poèmes dans ses peintures. Yu Shenan, que nous avons mentionné précédemment, ou Oh Yang-sun, étaient des calligraphes célèbres à la cour de Taizong. Ils servaient de tuteurs aux fils de la noblesse. Leurs écritures étaient exécutées avec précision et spontanéité. Chu Suiliang avait un style à la fois solide et ferme. Le style sensible et délicat de ces dernières années a été décrit comme étant celui d'une dame élégante et fragile, incapable de supporter le poids de ses propres vêtements. Gao Xian est célèbre pour son essai aux 1000 caractères, qui présente une alternance des lignes d'écriture régulière et d'écriture courante. Né à Wuchang, l'actuel Huzhou, dans la province du Zhejiang, il était un moine éminent qui a vécu au milieu de la dynastie des Tang. Il ne reste aujourd'hui que 243 caractères de son chef-d'œuvre. L'essai aux 1000 caractères est considéré comme une grande réussite calligraphique du milieu de la dynastie des Tang. Lorsque l'on parle de la dynastie des Tang comme de l'âge d'or de la culture chinoise, on fait souvent l'éloge de la calligraphie, considérée comme l'une des plus grandes réalisations de cette période. Sous la dynastie des Tang, le gouvernement a créé des académies pour étudier la calligraphie. Cet art était utilisé pour évaluer une personne et était considéré comme un moyen de sélectionner les talents. L'Académie nationale comptait 6 matières principales, dont la calligraphie. Toute la société, des empereurs aux gens ordinaires, pratiquait la calligraphie avec passion. Remerciement spécial à San Lian Zhongdu,
pour nous avoir aidés à préparer les scripts et rendez-vous au prochain épisode.